Bonjour et bienvenue à cet atelier du rendez-vous de l'autorité dédié à l'investissement responsable. Avant de vous présenter nos panélistes, permettez-moi de mettre en contexte, malgré que le ministre des Finances a abordé la question de la finance durable un peu plus tôt aujourd'hui, permettez-moi de mettre en contexte notre discussion d'aujourd'hui. Premièrement, ce qui est important de dire, c'est que l'autorité s'intéresse de près aux questions de finances durables, et ce, à l'échelle québécoise, canadienne et même internationale. Comme membre de l'OICV, nous participons activement à la réflexion qui modèle l'agenda, qui détermine l'agenda en matière de finances durables, en matière d'encadrement des valeurs mobilières. Par rapport à ces questions-là, je fais référence ici au changement climatique, mais aussi plus largement à l'intégration des aspects ESG aux décisions d'investissement des investisseurs. Sur la scène canadienne, on peut penser à la publication en octobre, très récemment, du projet de règlement 5107 sur l'information liée au changement climatique de la part de nos entreprises. Un geste clair qui positionne le Canada dans le groupe de tête, dans le groupe de leaders au niveau international sur ce plan. Aussi, avec nos collègues des ACVM, nous avons réalisé dans la dernière année un examen de l'information continue, des documents de communication publicitaire des gestionnaires de fonds d'investissement et surtout, on a ciblé les fonds qui mettent de l'avant une politique dite d'investissement responsable ou durable. Nous avons pu confirmer par cet examen-là que la réglementation s'applique très bien aux aspects ESG, à leur intégration dans les fonds. Cependant, il est clair que cette divulgation-là mérite d'être plus claire, mérite d'être plus précise pour aider les investisseurs à s'y retrouver. Présentement, nous travaillons à la rédaction d'un avis. On vise une publication dès l'année prochaine, assez rapidement, souhaitons-le, qui va venir clarifier. On ne parle pas de nouvelles obligations, on ne parle pas de nouveaux règlements. On pense qu'on est capable de travailler avec ce qui est en place pour venir clarifier nos attentes et de partager ces attentes-là, des attentes qui vont être harmonisées pour l'ensemble du Canada. Un peu de statistiques pour mettre en contexte notre sujet. Si je me réfère à la firme Investor Economics, dans le cadre de son rapport sur les FNB, donc ici, statistiques FNB, mettons-le en relief, pour le deuxième trimestre de 2021. Ce rapport-là nous indique que dans les 6 premiers mois de l'année, donc de 2021, on parle d'une augmentation en termes de nombre de FNB canadiens ESG de 30 %. Quand même, significatif. Si on regarde les actifs maintenant, c'est beau une mode de produit, ce que les actifs ont suivi, on parle dans les mêmes 6 mois d'une augmentation de l'actif sous gestion de ces fonds-là de 133 %. Je pense qu'il est clair ici que l'offre, elle est là, et la demande des investisseurs l'est tout autant, sinon plus. Voici pour la mise en contexte. Permettez-moi de prendre quelques instants pour présenter nos 3 panélistes aujourd'hui. Je vais commencer avec une collègue de l'autre côté de l'Atlantique qui est avec nous en virtuel aujourd'hui, Julie Ansidy, directrice stratégie, finances durables et secrétaire du comité exécutif de l'AMF France. Merci d'être avec nous. Julie va certainement pouvoir nous partager le point de vue d'un régulateur en valeurs mobilières, un des plus influents sur ces questions-là. Notre deuxième panéliste présente avec nous en studio à Montréal aujourd'hui, Nancy Paquet. Bienvenue, Nancy. Bonjour, merci. Première vice-présidente stratégie, épargne et investissement particulier à la Banque nationale. Nancy nous partagera la perspective d'une institution financière qui fait face à cette demande croissante des investisseurs pour les produits ESG. Finalement, Stéphanie Lachance, aussi avec nous en studio. Stéphanie, experte en investissement durable et jusqu'à très récemment directrice générale et chef de l'investissement responsable chez PSP. Stéphanie, tu pourras clarifier pour nous les besoins des investisseurs pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement responsable. Sur ce, sans plus tarder, débutons notre discussion.
Et ma première question sera pour Julie. Julie, afin de lancer ce panel, nous positionner, j'aimerais que tu puisses nous expliquer l'approche. L'approche réglementaire européenne, bien sûr, plus spécifiquement française, en matière de produits et de fonds d'investissement ESG. Parle-nous de cet encadrement. Bonjour, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous, au moins à distance, pour cet événement. Alors, c'est un vrai défi de résumer tout ce qui s'est passé en Europe et les changements dans le cadre réglementaire pour les acteurs de la gestion d'actifs et les fonds d'investissement, parce que c'est vraiment un train réglementaire assez significatif. Et je t'entendais, Hugo, dire qu'il n'y aurait pas de nouvelles obligations pour les gérants au Canada. Ce n'est pas le cas en Europe. Et en raccourci historique, c'est vraiment lié au plan d'action de la Commission européenne pour la finance durable qui a été publié en 2018 et qui a donné lieu à vraiment des réformes importantes. Et je crois qu'au cœur de ce plan d'action pour la finance durable, qui comportait une dizaine d'actions, il y avait vraiment l'idée de mettre les gérants, les investisseurs au cœur du dispositif et de les utiliser pour faire avancer l'agenda de la durabilité. Donc, quelques mots sur comment ce cadre réglementaire il s'applique aujourd'hui en Europe pour les gérants et les produits d'investissement. D'abord, on a clarifié assez vite qu'effectivement la gestion des risques de durabilité, donc les risques climatiques, mais plus largement autour des questions environnementales et sociales, faisait partie de la gestion des risques que les intermédiaires financiers doivent prendre en considération. Donc ça, c'était une première étape. Après, une deuxième étape, tu as parlé de la demande, c'est effectivement une obligation nouvelle qui va s'appliquer à partir de l'été prochain pour les conseillers financiers de prendre en considération les préférences environnementales et sociales et de gouvernance d'ailleurs des investisseurs au moment de la fourniture d'un conseil d'investissement. Donc ça, c'était l'idée en 2018, ça paraît une éternité maintenant, mais on avait le sentiment effectivement que ces produits d'investissement ESG qui existaient déjà, c'est pas une révolution, mais n'étaient pas finalement tellement offerts, notamment aux épargnants et aux investisseurs particuliers. Et donc l'idée de la Commission européenne, c'était vraiment d'utiliser ce levier de la demande pour obliger le secteur financier aussi à structurer leur offre différemment et à mieux prendre en considération les aspects de durabilité. Alors maintenant, les autres obligations qui s'imposent à la fois aux produits et aux acteurs, parce que c'est un règlement qui a été adopté donc assez vite suite à ce plan d'action de la Commission européenne qui s'appelle le règlement SFDR, Sustainable Finance Disclosures Regulation, et qui impose des obligations aux investisseurs, aux gérants, à la fois au niveau des acteurs, donc de l'entité, mais aussi des produits d'investissement. Et là, l'idée était qu'il fallait quand même fournir plus d'informations aux investisseurs pour qu'ils comprennent la stratégie d'investissement des produits qui intégraient comme ça une dimension environnementale et sociale, et puis permettre un suivi dans le temps. Donc, c'est des informations qui doivent être intégrées dans le prospectus, et puis aussi du fonds au moment de l'agrément, et puis aussi dans le reporting périodique des fonds, avec l'idée aussi de permettre à l'investisseur de suivre la performance d'un point de vue environnemental et social de ce fonds au cours du temps. Donc ça, c'est des nouvelles obligations de transparence qui vont s'appliquer. Au niveau des acteurs, elle comporte deux aspects. Un premier aspect qui est assez, tout à fait cohérent avec ce qu'on entend aujourd'hui dans le cadre de la TCFD ou plus généralement sur la prise en compte du risque climatique par le secteur financier, c'est l'idée de demander aux gérants d'expliquer comment ils prennent en compte les risques de durabilité dans leur processus d'investissement et dans leur gestion des risques. Donc ça, c'est une première obligation. Et puis, il y a une deuxième obligation qui explique qu'on avait besoin, je pense, d'un nouveau cadre réglementaire en Europe. C'était l'idée de demander aux gérants dans quelle mesure ils prenaient ou pas en compte les impacts de leurs investissements sur l'environnement ou sur la société. Donc c'est l'idée, cette fois-ci, de non pas, on ajoute une nouvelle dimension à l'investissement financier, au-delà du risque et du rendement, mais l'idée de l'impact, et notamment des impacts négatifs. Donc ça, c'est au cœur du dispositif de double matérialité européen qui est mis en avant et qui, cette fois-ci, s'impose aux gérants. Alors, un mot sur les produits, donc des obligations de transparence et puis aussi une classification qui a été créée par les législateurs européens avec deux types de produits, enfin trois, les produits traditionnels, des produits, on pourrait dire, vert clair, donc qui
prennent en considération, qui font la promotion, pardon, de caractéristiques environnementales et sociales. Et puis une dernière catégorie de vert foncé, c'est-à-dire des produits, selon la définition réglementaire, qui ont comme objectif l'investissement durable. Donc ça pose des tas de questions que je vous épargne aujourd'hui sur comment est-ce qu'on les définit, comment est-ce que c'est interprété par les acteurs, par les superviseurs. Mais c'est vrai que ça a porté un débat au niveau européen sur l'offre de produits qui est mise en place par les gérants et comment est-ce qu'on réconcilie ça effectivement avec la demande des investisseurs. Juste un mot sur le cadre français. On avait un cadre qui était un peu plus en avance, puisque dès 2015, on avait des obligations de transparence qui s'imposaient aux gérants d'actifs sur leur prise en compte du risque climatique, de la durabilité. Et puis, on avait une tradition assez longue de l'investissement responsable, un label qui a été créé en 2016 aussi. Et puis, on a vu un basculement du marché. Je pense que les chiffres que tu donnes pour le Canada sont extrêmement révélateurs. Et en France, c'est autour de 2019-2020 qu'on a vu un basculement du marché très net et des annonces de plusieurs gérants importants du marché disant qu'ils allaient basculer leur offre de produits vers l'investissement responsable. Donc, on a aussi pris dans le cadre français une doctrine, c'est une position de l'autorité des marchés financiers pour un petit peu encadrer cette offre de produits d'investissement. Donc, au niveau européen, c'est vraiment des obligations de transparence qui sont mises en place, une classification, et puis aussi dans le cadre français, un certain encadrement de la façon dont ces produits sont présentés à une clientèle de particuliers, et notamment pour éviter des risques de greenwashing. Voilà. J'espère que c'était un premier résumé de ce qui se passe au niveau européen. Merci beaucoup, Julie. Oui, très clair. Puis, tu positionnes des concepts fort utiles pour le reste de notre discussion, parce que je pense que malgré qu'une approche plus précise, peut-être plus détaillée de la part du régulateur en Europe, question d'avoir une approche qui offre une transparence, après ça, de venir tenter de donner un peu d'éclairage sur cette clarification-là. Tu as parlé, Julie, de clarification, de vert pâle, vert plus foncé. Ça me donne exactement ce que j'ai besoin pour passer à ma prochaine question pour Stéphanie. On a certainement vu des nouveaux fonds. Pas besoin d'avoir les labels européens pour avoir une panoplie de verre durable responsable, mais on gagnerait peut-être à mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et je te demanderais, pour bien installer notre discussion d'aujourd'hui, de nous éclairer un peu à travers ces différentes approches ou stratégies, si on veut, du monde de l'ESG. Merci, Hugo. Puis on a préparé une diapo pour vous qu'on va vous projeter à l'écran pour justement venir illustrer quelles sont nos 7 grandes gammes qui composent l'investissement responsable, ou comment est-ce qu'on les catégorise. Puis ces gammes-là ne sont pas mutuellement exclusives l'une à l'autre. Alors, on a la gamme, naturellement, l'investissement dit traditionnel, alors tel qu'on l'a connu pendant plusieurs années, qui focus principalement sur le rendement dans le choix des investissements qui vont être effectués. Et s'additionne à ça, quand on va vers la droite, justement, à des gammes qui vont se raffiner jusqu'à la philanthropie. Ce qui est important de noter, c'est qu'il faut absolument, à titre d'investisseur, de bien comprendre où est-ce qu'on se positionne. Et puis, il n'y a pas nécessairement une catégorie moins bonne qu'une autre, mais c'est une question de choix. Puis d'être capable de comprendre quel est le mécanisme qui va être en place pour exécuter cette stratégie-là. Lorsqu'on parle, par exemple, de filtres négatifs ou d'exclusion, est-ce que c'est l'industrie complète qu'on décide de ne pas, dans laquelle on choisit de ne pas investir, ou c'est simplement les dernières classes? Est-ce qu'on choisit à titre d'investisseur de miser davantage sur un dialogue actionnarial et de faire compter notre voix par l'exercice de droit de vote? Est-ce qu'on fait une intégration fine des considérations ESG dans nos thèses d'investissement qui vont faire en sorte qu'il n'y aura peut-être pas d'exclusion à proprement parler, mais beaucoup plus une intégration pour choisir les meilleurs de classe? Alors, il y a une gamme d'approches qui sont disponibles. Puis, il faut s'assurer de bien comprendre de quoi parle-t-on. Est-ce qu'on parle le même langage? Et puis, est-ce qu'on a les processus en place à titre d'investisseur pour mettre en action ces différentes stratégies d'investissement? Et lorsque Julie parlait tout à l'heure, justement, de mesurer l'impact négatif de certaines sociétés opérantes sur l'environnement, bien là, on commence à, justement, parler d'impact. Et puis, il faut être capable de mesurer, justement, ces externalités et puis de s'assurer que notre gestionnaire va être capable de donner suite à nos désirs à titre d'investisseur.
Très intéressant et éclairant à la fois. Juste avant de venir challenger Nancy sur comprendre comment un réseau de distribution peut intégrer tout ça dans ses conseils, continuons ensemble, Stéphanie, puis allons un peu plus loin du point de vue de l'investisseur. Comment il fait pour s'y retrouver là-dedans, puis définir c'est quoi ses besoins, comment même sélectionner le bon gestionnaire? Alors, c'est pas une mince tâche, puis en introduction, vous mentionnez justement qu'il y a un projet de règlement qui est soumis pour appel pour commentaire, le fameux 51-107, et on revient à la base avec cet instrument-là où on souhaite des commentaires, notamment sur tout ce qui est l'encadrement de la divulgation en changement climatique, c'est la donnée. À titre d'investisseur, il nous faut absolument des données qui soient claires pour être capable de donner action à justement ces différentes stratégies-là. L'autre défi pour un investisseur, et puis pour que ce soit un investisseur individuel ou institutionnel, c'est de bien comprendre ce que notre gestionnaire veut nous offrir. Et lorsqu'on parle d'offres, on parle habituellement justement de données. On va parler de stratégie. Et lorsque on parle justement d'intégration ESG, quels sont les outils qui sont en place? Par exemple, ce que j'aime beaucoup donner comme exemple, c'est qu'à titre d'investisseur, on se réfère à différentes sources de données, bien sûr, mais également des agences de notation ESG. Ces agences de notation-là sont extrêmement importantes dans le marché parce qu'elles viennent nous donner, dans le fond, un rendu et une vue sur la performance ESG d'une entité donnée. Par contre, chaque agence de notation va avoir le prisme, va avoir sa propre approche. Et si l'investisseur ne comprend pas l'approche de cette agence de notation-là, bien, ça devient à ce moment-là plus problématique. Et pourquoi est-ce que c'est si problématique? C'est parce qu'il y a une très faible corrélation entre les notations de ces différentes agences-là, notamment. Alors, on parle d'une corrélation d'environ 35 %, alors que pour une agence de crédit, lorsqu'on compare les grandes agences de notation, on parle d'une corrélation d'autour de 95. Alors, il y a un écart qui est important. Et là, c'est de revenir justement à dire, bien, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce qu'on est confortable avec l'emphase qui va être mise sur certaines considérations comparativement à d'autres? Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, compte tenu que la plupart des cadres de divulgation sont des cadres volontaires à l'heure actuelle. Et ça peut amener de la confusion justement dans le marché et amener peut-être une difficulté pour un investisseur individuel, je vous dirais même pour un investisseur institutionnel, de s'y retrouver jusqu'à un certain point. C'est pas tout le monde qui a des équipes comme celle que j'avais chez PSP qui fait en sorte qu'on est capable de passer à travers les thèses d'investissement puis de donner des poids relatifs à certains enjeux comparativement à d'autres. Alors, ça fait partie des enjeux. Alors, la donnée et puis également d'amener un cadre de divulgation commun pour que ce soit comparable et idéalement vérifiable. Parce que ce que j'entends, même s'il y a des entreprises qui sont là pour fournir des cotes, ben, si on n'a pas des bonnes données, si on n'a pas de la divulgation de qualité, ces cotes-là, ça veut dire ce que ça veut dire. Effectivement. Mais continuons sur peut-être venir positionner le besoin, parce qu'avant de parler de comment un réseau de distribution s'adapte, avant de parler même d'approche réglementaire, qu'est-ce qu'on a besoin d'investisseurs pour s'y retrouver, Nancy? Est-ce que sur les propos de Stéphanie, peut-être comme tu l'as mentionné, c'est pas tout le monde qui a l'équipe que Stéphanie avait chez PSP. Pour l'investisseur individuel, est-ce que tu vois peut-être des distinctions à faire? Est-ce que ces besoins sont des données fiables et de la divulgation, ou est-ce qu'il y a d'autres besoins, selon toi, qui ressortent? Oui, bien, c'est une excellente question parce qu'effectivement, l'investisseur institutionnel a accès à une gamme d'informations, a souvent... C'est un choix de carrière de devenir gestionnaire de portefeuille, donc une passion pour l'investissement. L'investisseur individuel, on a notre courbe normale, donc il y en a pour qui c'est une passion et ils vont passer des heures chaque semaine à s'informer, à s'éduquer. Et on a d'autres clients qui, oui, veulent savoir qu'ils sont en sécurité financière, veulent savoir qu'ils ont un plan de retraite et veulent savoir qu'ils achètent des investissements qui répondent à leurs besoins, mais ils vont passer quelques heures par année parce que leur vie est très, très occupée. Donc, dans ce contexte-là, leur besoin, c'est de s'informer. Alors, c'est où les sources d'information? Évidemment, les journalistes, là, on voit avec la COP26, tout le monde en parle. Est-ce qu'on va encore en parler dans 3 semaines ou 1 mois? Évidemment, tout ce qui est littératie financière. Donc, on voit que de plus en plus de groupes, d'organismes, d'institutions financières publient de l'information. Donc, est-ce que les gens vont le voir, vont le lire et vont
l'absorber. Tout ce qui est aussi les sites web des différents manufacturiers. Donc oui, maintenant, tout le monde met de l'avant l'investissement socialement responsable ou le vert et autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que justement, si on n'a pas de base comparative pour l'investisseur de détail ou individuel, ça peut être confus. Donc souvent, la dernière ressource, c'est le conseiller. Et donc, c'est la responsabilité des conseillers de se former et de s'éduquer parce qu'évidemment, on a notre obligation de connaître notre produit et de connaître notre client. Justement, poursuivons dans cette lignée. Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'investisseur qui arrive puis qui dit à son conseiller je veux des produits ESG? Donc, comment on gère ça dans un réseau de distribution? Est-ce vraiment une nouvelle réalité? Il y a une demande pour ça ou il faut amener l'investisseur à avoir ces considérations-là? Je ferai deux parties à ma réponse, si tu le permets. C'est sûr que BNI Manufacturier, donc notre gestionnaire de portefeuille pour la Banque nationale, est en avant. Puis tantôt, on entendait les statistiques sur les fonds négociés en bourse. Donc, évidemment, BNI a signé les principes de l'ONU en 2019, a inclus les principes de ESG dans notre stratégie d'investissement, le OP4+. Le plus, c'est pour l'investissement socialement responsable. Et a lancé une gamme de produits fonds négociés en bourse qui sont disponibles chez les courtiers de plein exercice. Donc, évidemment que de ce côté-là, il y a peut-être une meilleure utilisation de la notion d'investissement responsable parce que c'est porté dans le titre. Toutefois, dans ce qui est distribué dans les succursales bancaires, le même processus est disponible. Il n'y a peut-être pas juste le label dans le titre. Donc, le client, quand il vient nous voir, on a lu des statistiques là, de l'Association pour l'investissement responsable, 73% des Québécois en 2020 voulaient entendre parler de l'investissement responsable. Et si on regardait les plus jeunes, ça montait à 83% chez les 18-34 ans. Les femmes étaient plus sensibles et les gens qui étaient plus scolarisés étaient aussi plus à même de poser des questions sur quelle est mon empreinte si j'achète tel type d'investissement ou c'est quoi les principes que vous intégrez pour nous le proposer. Donc, ils commencent à avoir un sentiment d'urgence. Nos clients sont de plus en plus sensibles, mais aujourd'hui, en tout cas dans notre réalité de nos réseaux de succursales, c'est très rare qu'un client va arriver et va dire « je veux un investissement durable » ou va dire « je vous quitte parce que vous n'en avez pas », puisqu'on est capable de démontrer que, bien qu'il n'est pas dans le label, que ça fait partie de nos principes de gestion. Donc, l'institutionnel est en avant, le régulateur est en avant, et je pense que pour l'investisseur individuel, bien, au fur et à mesure que ce sera de plus en plus présent dans nos vies, c'est l'œuf ou la poule. On va voir c'est l'investisseur qui le demande. Ça va être une danse qu'on va faire ensemble. Je retiens deux choses, Nancy, dans ton propos. Premièrement, les conseillers sont mieux d'être prêts à répondre à ces questions-là. Ils vont venir. Puis, deuxièmement, le titre ou l'étiquette qu'on amène à un fonds, un produit particulier, n'est pas toujours un indicateur. Des fois, c'est un gestionnaire dans l'ensemble de ses activités qui intègre des principes. On est clairement dans un secteur en évolution accélérée. Julie, ce qui m'amène à tenter d'anticiper. Je pense qu'il est souvent reconnu que du côté de la France, vous êtes à l'avant-plan, vous avez tenté de mettre un peu d'ordre dans tout ça, votre catégorisation, vos labels, mais certainement que les enjeux de comparabilité, les enjeux de divulgation au niveau de leur clarté et l'accès aux données que Stéphanie a fait référence je pense, sont des enjeux que tout le monde expérimente. Est-ce qu'avec ce que vous avez fait d'un point de vue de la réglementation, vous avez vu un effet pour venir adresser ces enjeux-là? Est-ce que c'est du passé en France, ces enjeux-là, ou peut-être est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez émerger? Un mot juste pour réagir sur la discussion juste avant sur l'intégration de l'investisseur particulier, parce que ça touche d'ailleurs à la comparabilité. Hein. Nous aussi, on a des enquêtes qui sont
qui sont peut-être montrent des chiffres peut-être moins encourageants que ceux que Nancy vient de donner. Il y a un intérêt, mais ils ne comprennent pas forcément le lien avec les produits financiers, donc ça c'est un vrai enjeu. Et puis il y a une méfiance quand même vis-à-vis du discours des institutions financières, et dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose qui est là pour verdir l'image de la société, enfin de l'institution financière, ou bien est-ce que c'est vraiment une offre de produits qui contribue à une problématique plus de durabilité. Et par rapport à la gamme de stratégies que présentait Stéphanie, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'explications nécessaires sur est-ce que si j'ai un produit ESG, est-ce que je vais quand même être investi dans tel ou tel secteur d'activité qui pourtant a un impact négatif sur le climat ou la santé, etc. Il y a beaucoup de pédagogie à faire, d'éducation, comme on le disait. Alors, sur les enjeux des données, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été discuté, et je ne crois pas du tout qu'on ait résolu le problème encore en Europe. Comme je disais, on est parti par l'investisseur. Alors, l'intérêt, l'avantage de cette stratégie de partir de l'investisseur, c'est que ça a créé un besoin de données extrêmement fort de la part des investisseurs, notamment parce que la Commission européenne et les législateurs leur imposent maintenant de discloser, de reporter de l'information sur ses caractéristiques environnementales et sociales. Donc, ils sont obligés d'aller chercher de la donnée chez les émetteurs et qui, comme le disait Stéphanie, reportent plus ou moins volontairement selon des cadres qui ne sont pas comparables, avec pas encore de vérification de la part disons, d'auditeurs ou de certificateurs externes, et puis une difficulté à comparer cette information très importante, et donc à l'entrée dans les processus de gestion des risques ou de stratégie d'investissement des gérants. Donc en Europe, on est passé maintenant à la deuxième étape, effectivement, qui est de faire progresser le reporting des entreprises, cette fois-ci non pas les acteurs financiers, mais les entreprises cotées. Il y avait déjà un cadre existant, mais l'idée, c'est de renforcer la comparabilité dans les informations qui sont fournies. Donc, au-delà d'une structure de reporting, on va progresser vers un standard avec une méthodologie, des indicateurs quantitatifs qui seront plus facilement comparables d'une entreprise à l'autre. On va progresser aussi sur encore une fois, je le disais, la vérification aussi, ces données qui sont fournies par les entreprises. Et puis aussi, en étant, les législateurs européens veulent étendre beaucoup le champ des entreprises qui seront soumises à ces obligations de reporting, pas seulement les entreprises cotées, mais aussi les grandes PME, avec l'idée que ce sont des informations qui sont utiles, encore une fois, pour les investisseurs, mais aussi pour l'ensemble des parties prenantes. Et alors, sur ces sujets, c'est très lié aussi aux travaux internationaux de la Fondation IFRS, par exemple, qui vise à créer au niveau international un standard de reporting de durabilité pour les entreprises. Et c'est vrai que l'Union européenne veut aller plus loin en ne regardant pas seulement la matérialité financière, c'est-à-dire dans quel contexte, dans quelle mesure, les critères environnementaux et sociaux peuvent impacter la performance de votre entreprise, mais aussi dans quelle mesure, encore une fois, votre entreprise impacte l'environnement ou la société ou vos salariés de façon positive ou négative. Donc, c'est un champ tout à fait ambitieux. Et je rejoins aussi complètement Stéphanie sur le rôle des agences de notation ESG. L'OICV, on a travaillé avec l'AMF Québec sur ces sujets du rôle de ces agences de notation ESG, des fournisseurs de données en général. C'est des données extrêmement structurantes sur les indices ESG, sur les stratégies d'investissement. Et donc, ça appelle aussi une réponse sans doute de supervision et de régulation. Merci, Julie, encore une fois, très bien capturé. Avant d'aller à l'avant-dernière section de notre discussion qui, oui, vous avez bien entendu vos souhaits pour le régulateur, et là, je parle à Nancy et Stéphanie. J'aimerais ça peut-être juste aller un peu plus en détail sur l'investisseur, puis comment peut-être des défis particuliers. Ma question ici étant pour Nancy que Stéphanie, voyez-vous des défis particuliers
pour l'investisseur en quête d'investissement ESG pour les intégrer. Puis, je commencerai peut-être par Stéphanie, de ton expérience avec un investisseur institutionnel. J'imagine que les attentes en termes de rendement, en termes de pondérer au risque, l'intégration de ces considérations-là, de ton expérience, quels sont les plus grands défis pour les mettre de l'avant? Merci, Hugo. Alors, le plus grand défi, puis je reviens à mon sujet favori, qui est la donnée. Alors, s'assurer qu'on ait les données requises pour être capable d'évaluer justement la performance ESG d'une société dans laquelle un investisseur souhaite investir. Ces données-là, à l'heure actuelle, sont encore, dans certains cas, qualitatives. Alors, vient du narratif. Ça se retrouve dans différents documents d'information continue ou pas. Ou parfois, ça va être sur un site web. Ça va faire partie d'une mise à jour qui n'est pas nécessairement régulière. Alors, il y a beaucoup de défis quant à être capable justement d'aller chercher ces données structurées et non structurées et, encore une fois, de parler du même langage, s'assurer qu'effectivement, on mesure des pommes avec des pommes. Je me rappelle, l'an dernier, le casse-tête qu'on avait eu à simplement mesurer une empreinte carbone de l'investisseur institutionnel. Alors, ce n'est pas toutes nos sociétés dans notre portefeuille qui rapportaient les données selon le Scope 1, Scope 2 et Scope 3 en vertu des protocoles d'émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est juste un exemple pour mettre en lumière qu'effectivement, on a encore un besoin de données, puis on a besoin d'être capable de s'assurer que ça soit comparable d'une société à l'autre. Lorsqu'on compare des rendements ou de la performance financière, on est capable de le comparer d'une société à l'autre et de faire un choix éclairé. Encore à ce jour, le défi est de s'assurer justement qu'on ait cette comparabilité-là d'un point de vue de performance ESG. Alors là, il faut être capable de mettre l'épaule à la roue puis s'assurer qu'on aille chercher ces données-là, ce qui requiert un travail relativement important. Puis de s'assurer effectivement que nos collègues gestionnaires de portefeuille à l'interne et également à l'externe, parce qu'on a des gestionnaires externes, soient en train de regarder ces enjeux-là sous le même angle qui est l'angle souhaité. Est-ce qu'on parle d'intégration ESG ou est-ce qu'on parle d'impact? Qui est, dans le fond, une évolution jusqu'à un certain point plus poussée de l'investissement d'intégration uniquement. Alors, c'est de revenir à la base, de s'assurer qu'il y a une compréhension commune de l'objectif visé et également de l'accès aux données. Et puis, ça demeure, à l'heure actuelle, je suis très encouragée par voir, justement, l'époque, l'AMF fait avec 5107, divulgation climatique qui va aider énormément. Également, beaucoup d'optimisme avec l'IFRS et puis la mise en place du International Sustainability Standard Board qui va également rehausser le niveau de divulgation, qui va faire en sorte qu'on va être capable davantage de comparer. Mais en date d'aujourd'hui, ce qui demeure, c'est l'accès à la donnée. Puis s'assurer qu'on est capable de finement évaluer la performance d'une société d'un point de vue ESG. Bien, merci de justifier notre projet de règlement 5107. J'ai rien à ajouter. Je suis bien d'accord avec toi. En passant, la consultation est ouverte jusqu'en janvier, mais je retiens aussi c'est important le qualitatif d'offrir à l'entreprise d'expliquer, mais il n'y a rien de mieux que du quantitatif quand il est temps d'amener ça, d'intégrer ça dans une approche d'investissement, puis j'imagine après ça divulguer, puis avoir des discussions avec l'investisseur. De ton côté, Nancy, est-ce que réellement, puis je pense que si je comprends bien où s'en va la France, bien, ils veulent amener cet aspect-là quantitatif aussi dans la divulgation là, qui est davantage orientée vers l'investisseur individuel. Est-ce que, selon toi, c'est une approche qui est porteuse? Bien, tout à fait, parce que si les équipes qui travaillaient avec Stéphanie avaient de la difficulté à obtenir l'information, imaginons-nous l'investisseur individuel qui, en plus, avec la complexité, on sait l'étendue des joueurs canadiens. Il y a beaucoup d'offres, beaucoup de labels, peu de comparatifs de pommes avec des pommes, pour reprendre le point de Stéphanie. Donc, c'est sûr que pour l'investisseur, ça va être une relation de confiance avec son conseiller ou le manufacturier qui est proposé par le conseiller, parce que
si c'est pas bien communiqué, si c'est pas bien encadré, puis qu'effectivement, on puisse avoir des vrais comparables. J'ai de la misère à voir comment un investisseur individuel qui met peut-être 3 heures par mois à regarder ses finances personnelles des 2 côtés du bilan va pouvoir se démêler dans tout ça. Donc, on va avoir une énorme responsabilité, puis on va devoir être conséquent pour faire en sorte qu'on puisse parler un même langage, pour que les gens avec qui on travaille, puis les gens qu'on conseille, puis c'est leur avenir. Il n'y a même pas 50 des Québécois qui ont un fonds de pension. Donc, les investissements qu'ils font avec nous d'un point de vue individuel, c'est leur retraite, c'est l'éducation des enfants, c'est la maison. Donc, oui, l'investissement socialement responsable, ça les touche, ça touche au cœur, mais le rendement va devoir être là aussi parce que ça touche leur futur. Donc, comment on est capable de mélanger tous ces besoins-là puis de donner des vraies informations qui permettent un vrai comparatif à l'investisseur? Donc, une approche comme ça, je pense, appuyée là, de standards internationaux plus clairs, c'est bon pour l'investisseur. J'imagine qu'en amont aussi, j'oserais pas dire peut-être simplifier, c'est trop fort, mais même pour le conseiller lui-même, pour faire de l'ordre dans tout ça, s'assurer d'avoir les bons conseils, ça doit être fort utile. Bon, on arrive, là, j'ai fait durer le suspense, on arrive à la section qui n'arrive pas souvent, mais si vous avez écouté, vous êtes avec nous depuis le début à ce rendez-vous, vous avez entendu le discours de notre PDG, à positionner les grands axes de notre plan stratégique et certainement qu'on a des ambitions en matière de finances durables, mais on a surtout l'ambition, et c'est même, on en a fait notre vision, d'être un régulateur, d'être une autorité qui est à valeur ajoutée. Et ça, tant pour le consommateur que pour le secteur financier. Donc, respectant le thème du panel d'aujourd'hui, bien sûr, en matière de gestion d'actifs, de produits ESG, ce serait quoi votre souhait? Ce serait quoi votre demande? Qu'est-ce qu'on peut faire comme régulateur pour venir vous appuyer, comme investisseur, comme institution financière aussi? Donc, je donne la parole. Nancy? Oui, je peux y aller. Parfait. Moi, je vous dirais 3 choses. Le premier, parce qu'on est encore en devenir, on est encore en évolution. On voit, tu sais, en France, ils ont intégré en 2018. On commence ici à avoir les consultations. Il n'y a pas encore de standard pleinement établi. La donnée n'est pas encore consommable partout comme on voudrait. Donc, moi, je pense qu'une approche de petits pas où qu'on part de principe avant de se mettre dans des règles tellement serrées qu'on ne pourra pas avancer puis qu'on va tenter, peut-être risquer de se peinturer dans le coin. Je pense que ce serait la première demande. Il faut qu'ensemble, on avance avec le régulateur puis avec les joueurs de l'industrie pour être sûr que ce qu'on fait, bien, ça rencontre notre besoin, notre obligation de protéger l'investisseur. Fait que ça, ce serait la première demande. La deuxième, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Donc, et ça touche un peu à l'éco-blanchiment. Il faut faire attention, tu sais, Julie l'a mentionné tantôt, il ne faut pas créer de scepticisme auprès des investisseurs, du particulier, du consommateur. Donc, il faut être sûr que si on dit qu'on a tel principe, on les matérialise pour faire en sorte que, encore une fois, c'est cohérent pour l'investisseur, ça se comprend et ça se reflète dans les actions qui sont posées par les gestionnaires de portefeuille ou les compagnies qui composent les fonds. Puis le dernier, ben c'est, et je ferai référence à ce que Chantal de l'IQPF disait là, juste avant qu'on prenne la parole. On a une industrie qui a des petits joueurs, des grands joueurs, des investisseurs qui aiment faire affaire avec des boutiques, des investisseurs qui cherchent de grandes firmes. Je pense qu'il faut se garder de la flexibilité aussi pour pas faire en sorte que c'est un one size fits all et qu'on applique des principes qui pourrait enlever de la concurrence dans le marché ou qui pourrait être détrimental à certains joueurs. Fait qu'il faut s'assurer qu'on comprend les réalités de chacun. Tu sais, prenons l'exemple de BNI, on n'a pas de manufacturier à l'interne. Nous, on travaille avec des joueurs externes. C'est quelque chose qui est différent et de quelqu'un qui ne travaille qu'avec ses gestionnaires maison. Donc, s'assurer de comprendre les réalités de tous les joueurs pour tenter, ça ne sera jamais parfait, mais tenter de faire en sorte que ça propulse l'industrie de l'investissement socialement responsable au lieu de l'étouffer. Oui, puis et conserver la confiance. Donc, j'entends pour nous, ce que je retiens, c'est notre approche d'arriver avec des lignes directrices, clarifier nos attentes, semble être dans la bonne direction. Une attente qu'on continue ce dialogue-là, qu'on continue d'échanger pour venir et de s'assurer
aussi, je pense, une demande que, comme régulateur, on s'assure que tout le monde prenne ça au sérieux aussi, justement pour conserver cette confiance-là qui, quand le bas blesse, affecte l'ensemble de la rue et non pas juste l'acteur fautif. Stéphanie, de ton côté? Bien, je reviens avec mon thème phare aujourd'hui, c'est tout ce qui va être au niveau de la donnée. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'investissement responsable, on va revenir avec le concept de base, en faisant l'intégration de façon fine de considération ESG, c'est dans un objectif de valeur ajoutée. Il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est important. Alors, ce n'est pas uniquement d'ajouter de la réglementation, d'ajouter, de faire en sorte qu'on veuille de la donnée pour de la donnée, c'est de la donnée pour être en mesure de prendre des décisions d'investissement qui soient éclairées. Alors, moi, mon souhait le plus cher, c'est justement de miser, de voir l'autorité qui prend justement les devants avec tout ce qui est divulgation changement climatique, mais de ne pas s'arrêter là. Il y a d'autres aspects tout aussi importants dans le S, notamment, et d'autres aspects du E dans le ESG. Puis, bien sûr, gouvernance est quand même relativement bien intégrée en termes de divulgation depuis des années. Alors, c'est de s'assurer qu'on n'oublie pas, qu'on ne s'arrête pas là et qu'on continue justement à miser sur des cadres internationaux pour ne pas multiplier des cadres régionaux non plus. Nos sociétés sont appelées de plus en plus à avoir des empreintes extranationales et si on vient ajouter un fardeau de divulgation qui est propre et différent de ce qui se fait ailleurs, c'est là où ça devient plus hasardeux et plus également, d'un point de vue économique, difficile pour certaines entreprises à ce moment-là. Alors, ça serait vraiment de s'assurer de tabler sur des cadres qui sont déjà établis. On veut penser à TCFD, à SASB notamment, et de garder un œil bien ouvert à ce qui se fait à l'international pour être capable de miser et de faire en sorte qu'on puisse continuer à être dans le peloton de tête pour encadrer notre marché avec des données qui sont comparables, vérifiables et qui vont aider à ajouter de la valeur dans nos décisions d'investissement. Bien, je partage tes souhaits, Stéphanie, et je pense que c'est des souhaits qui sont déjà en voie d'être en action ou sinon en action sur certains aspects. Je pense que la question des changements climatiques, tous les groupes qui se sont penchés, je pense, partagent ce sentiment d'urgence d'agir, mais le voient aussi comme l'enjeu qui trace la voie pour les suivants de plus en plus. Et pas juste de l'autre côté de l'Atlantique. On entend le concept de double matérialité. On entend la nécessité de voir de l'impact, voir les effets sur la biodiversité, sur la nature. Les ACVM n'ont pas terminé de discuter des enjeux de diversité puis un élargissement du concept. On a terminé des consultations privées récemment. Vous allez en entendre parler pas mal certains en 2022. Et cette volonté de travailler collectivement vers des solutions qui s'arriment bien. On le voit sur la scène canadienne, toujours au sein des ACVM, mais plus largement aussi au niveau des HOA, au niveau du conseil d'action que le gouvernement fédéral a mis en place, qui rassemble des acteurs, beaucoup d'acteurs du secteur financier, pas juste des banques, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des investisseurs institutionnels, et nous, les régulateurs, qu'on soit provinciaux ou fédéraux, autour d'un dialogue commun, de pistes d'action communes. Fait que je pense qu'on est en bonne position mais ça va prendre continuer nos efforts un certain temps, mais on est en bonne position pour répondre à tes souhaits, Stéphanie. Bon, Julie, je te gardais en dernier. Pour avoir une discussion régulateur à régulateur. On jase, là. Aurais-tu des conseils? On a positionné l'Europe, la France comme étant un peu à l'avant-garde, étant un peu en avance, ayant pris plusieurs actions dans le secteur. Aurais-tu des conseils ou même des pièges à éviter pour nos prochaines étapes ici au Québec? Je pense que c'est intéressant de voir comment l'Europe a avancé sur ces sujets. Je pense qu'il y a des choses qui sont
que l'Europe a testé. On va voir si ça fonctionne ou pas. Je pense que les questions qu'on a discutées sur comment est-ce qu'on présente ces produits aux investisseurs particuliers, c'est vraiment l'enjeu clé pour l'épargnant. Est-ce que s'il va dans 2 institutions financières, il va pouvoir avoir le sentiment que face à des préférences relativement semblables, on lui offre 2 produits qui offrent à peu près la même, disons, stratégie sur ces questions environnementales et sociales, même si l'innovation, la diversité des stratégies sur ces enjeux environnementaux et sociaux est aussi nécessaire, mais c'est des vraies questions. Donc, il faudra voir quel est le type d'information qui est utile pour le régulateur, dans quelle mesure est-ce que ce dialogue de confiance dont on a parlé peut se faire sur la base d'informations solides. Je pense que pour revenir une seconde sur notre expérience, on a publié une feuille de route pour la finance durable en 2018 à l'autorité des marchés financiers, avec l'idée qu'effectivement c'était au cœur de nos missions, qu'il fallait à la fois et avant tout sans doute accompagner les acteurs dans ce changement, dans cette meilleure prise en compte de ces enjeux de durabilité, que ce soit les intermédiaires financiers, mais aussi les entreprises. Et puis un enjeu de supervision, et on le voit avec mes collègues de la direction de la gestion d'actifs, de la direction des émetteurs. C'est vraiment des nouvelles questions qui se posent au quotidien dans leur travail de superviseur, lorsqu'ils revoient l'information des entreprises, lorsqu'ils revoient les prospectus des fonds d'investissement qui sont soumis à agrément. Et souvent, ça crée c'est un nouveau métier, donc ça suppose des nouvelles expertises aussi. Ça suppose pour une autorité aussi de développer de nouveaux contacts avec l'agence environnementale, avec des experts sectoriels. On voit bien qu'avec la finance durable, on est beaucoup plus près de l'économie réelle et de regarder ce qui est financé par le secteur financier. Et bien sûr, en Europe, on a mis en place la taxonomie européenne, avec aujourd'hui des obligations de divulgation pour les entreprises cotées, mais aussi pour les acteurs financiers. Et ça suppose de comprendre aussi des normes sectorielles, des critères techniques. Donc, c'est vraiment un nouveau métier. Mais je pense que les superviseurs ont des outils traditionnels qui sont comme ceux que tu mentionnais, la clarté de l'information, le fait que cette information soit non trompeuse. Et puis aussi, il est extrêmement effectivement important que la voix du régulateur soit entendue dans ces débats, qu'elle rappelle ce qui est important. Et puis un dernier défi, je trouve, sur ces sujets, c'est effectivement d'essayer d'avoir une approche décilotée, c'est-à-dire de comprendre comment ces transformations sont en train d'impacter la chaîne de valeur de l'investissement, depuis la préférence, la demande de l'investisseur, jusqu'à effectivement l'intermédiaire financier, le producteur, le fournisseur de données, le fournisseur d'indices, le reporting, les entreprises, comment elles-mêmes sont en train de faire évoluer leur stratégie. On le voit bien avec les engagements de neutralité carbone que prennent les entreprises. Donc, c'est vraiment ça, essayer de déciloter, de rappeler toujours pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc, il faut comprendre aussi les enjeux climat, mais les enjeux aussi environnementaux et sociaux dont on a parlé, ce qui permet vraiment, je pense, d'utiliser la régulation de la meilleure façon. Merci pour ces bons conseils. Je retiens, je pense, bien sûr qu'on ne peut pas tout faire ça au sein du même projet, mais avoir une approche holistique, cohérente. Et je pense qu'on est bien positionné à l'autorité comme régulateur intégré du secteur financier de se donner cette vue-là. Je retiens aussi de ne pas prendre pour acquis et continuer d'investir dans le développement d'expertise en la matière. Et clairement, pour être crédible, c'est sine qua non. Merci pour ces conseils. Puis même, j'en rajouterai un autre qui me vient en tête, c'est cette connexion-là avec l'économie réelle et la réalité de nos entreprises, réaliser nos gestionnaires d'actifs, puis aussi de nos conseillers, de rester bien connectés sur celle-ci. C'est ce qui conclut nos échanges d'aujourd'hui, certainement pas notre rendez-vous. J'aimerais chaleureusement vous remercier, Julie, Nancy, Stéphanie. Merci beaucoup. Quelle discussion éclairante. Et donc, comme je le disais, ça conclut nos échanges. Cet atelier prend maintenant fin, mais pas notre rendez-vous. Vous pouvez cependant rester dans cette salle virtuelle et ma collègue Nathalie vous présentera notre conférencière invitée de marque. Merci de votre attention.